Voilà, vous écoutez la RTNC, Radio-Télévision Nationale Congolaise, émettant de Kisangani dans son émission Vie et Société. Vie et Société, pour ce dimanche, nous parlons d'un sujet très important avec l'invité Dismas Kitenge, l'invité permanent de l'émission Vie et Société. Le sujet, c'est les retombées de la francophonie en RDC, 9e édition. Donc, organisée du 28 juillet au 6 septembre 2023. Alors, c'est un sujet très important. Bonjour, Dismas. Bonjour, Julie Le Silo. Bonjour, tous les auditeurs de la RTNC Kisangani. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour que nous puissions parler d'un sujet très important. Vous voyez comment l'émission Vie et Société a accompagné la francophonie du début, l'évolution et jusqu'au terminus. Je crois que nous évoluons. Comment vous voyez le sujet? Le sujet est très intéressant, il répond vraiment à l'actualité puisque la RDC a organisé le 9e jeu de la francophonie et ça a mobilisé beaucoup d'énergie, beaucoup de personnes qui sont venues de l'extérieur et de l'intérieur aussi du pays. Et pendant près d'une semaine, vraiment le pays était pris en haleine par ces jeux-là qui ont été diffusés dans plusieurs chaînes radio nationales et internationales. Donc voilà. C'est un bon sujet. Donc, la RDC nécessairement organisé le 9e jeu de la francophonie à Kinshasa. Pour vous, c'est pari gagné? Oui, pour moi, donc, c'était un succès. Globalement, c'était un succès qui mérite de les souligner et d'en parler, puisque le gouvernement a mis le paquet, puisque la population aussi s'est mobilisée davantage pour l'organisation de ces jeux de la francophonie. Voilà. Par la suite, quelles sont vos impressions maintenant à cette organisation? Comment vous avez vu l'organisation? Comment les choses se sont passées? Et les jets et tout consort, comment vous avez vu cela? Donc l'organisation était impeccable. Sur le plan d'abord logistique, il y a eu des infrastructures sportives qui ont été rétapées. Le stade de Martyr de Kinshasa a été rénové pour donner une bonne image. Ça a répondu aux standards internationaux. Beaucoup de choses ont été refaites, voilà, le pourtour, les installations hygiéniques, la salle de la presse, ça, c'était impeccable. Donc, on était vraiment... Et il y a aussi beaucoup d'autres terrains de basket, de volleyball, qui ont été organisés par-ci, par-là, aux alentours du stade de Martyr, en dehors du stade de Martyr vers le stade de Tata Raphaël. Donc voilà, ça, c'était... Sur le plan logistique, c'était impeccable. Aussi, la capacité d'accueil. La capacité d'accueil a été beaucoup améliorée. C'est-à-dire les hôtels ont été de niveau international. Dans la logistique, toujours, les bus ont été, disons, mobilisés pour le transport, la sécurité aussi. Sur le plan logistique, d'abord, je vous dis que c'était impeccable. Sur le plan de la sécurité, il y a eu beaucoup d'améliorations. Il n'y a pas eu d'incident majeur. C'est-à-dire, on n'a pas déploré des morts, on n'a pas déploré d'attaques contre les sportifs, les athlètes qui étaient venus. Les journalistes, c'était bien. Bon, c'est vrai que tout au début, il y a eu des petits problèmes un peu. Globalement, sur le plan logistique, sur le plan sécuritaire, c'était important. Sur le plan politique aussi, c'était important. Il y a eu le soutien du gouvernement, de toutes les institutions publiques de la République pour la réussite de ces Jeux de la francophonie. Donc sur le plan politique, que ce soit le gouvernement en place, que ce soit les partis politiques de l'opposition, que ce soit la société civile, globalement, tout le monde a soutenu les Jeux de la francophonie. Donc sur le plan diplomatique, globalement aussi, c'était un succès, à part cet incident diplomatique du fait que la secrétaire générale de l'OIF, Madame Louise Mushikiabo, n'était pas venue. Ça, quand même, sur le plan diplomatique, c'était quand même un incident. Oui, l'OIF était représentée par l'administratrice de l'OIF, qui est considérée comme le numéro 2. À l'absence de la secrétaire, puisqu'il s'agit d'une dame qui est là, la secrétaire générale. Voilà. Donc, globalement, c'était un coup de chapeau. Donc, le gouvernement a mis les moyens. Le peuple aussi s'est impliqué. On a vu surtout l'implication du peuple
dans l'ouverture de ces Jeux au stade des Martyrs, les stades étaient pleins. Comme disent les Quinois, hein, les stades étaient pleins. Vraiment, le public était là, qui montre que le peuple a soutenu. Et la suite des événements, on a vu aussi l'appui des artistes de haut niveau de la RDC, comme de Gims. Maître Gims est venu. Gims est une vedette, une star de la musique, je dirais internationale maintenant, même si il est d'origine congolaise, mais il était là. Il était là pour appuyer le Ferregola. En tout cas, la plupart des artistes congolais ont soutenu le jeu de la francophonie. Donc, voilà. Voilà. Donc, le soutien et tout consort, mais justement, revenons dans l'absence du secrétaire de la secrétaire générale, Madame Louise Mushikiwabo. Oui, Louise Mushikiwabo. Comment vous voyez ça? Est-ce que c'était un bon tempérament? Est-ce que c'est une... Donc, c'est cette façon d'agir, de ne pas venir pendant que vous représentez, comment vous voyez ça? Vous ne voyez pas que c'est... Non, c'était prévisible. C'était prévisible. Louise Mushikiwabo est rwandaise. Et le gouvernement qui organise les Jeux de la francophonie, c'est un gouvernement congolais. Il y a déjà une tension, un conflit armé qui existe entre la RDC et le Rwanda. Bien sûr que de tous côtés, que ce soit du côté de Mme Louise Mushikiwabo comme de la RDC, chacune des parties devait surmonter ces conflits-là. Mais humainement, ce n'était pas possible. La RDC est trop blessée, est trop touchée par l'agression du Rwanda. Et la RDC n'a pas adressé une invitation formelle, écrite, à la secrétaire générale de l'OIF pour qu'elle vienne à cette cérémonie. Mais aussi du côté de la secrétaire générale de l'OIF, Mme Louise Mushikiwabo, il n'y a pas eu non plus beaucoup d'efforts pour venir. Je crois que l'absence de la lettre d'invitation l'a convaincue à ne pas venir. Donc, elle s'est dit que, alors qu'elle pouvait venir aussi, qu'elle pouvait faire des démarches. Sans invitation, venir sans invitation. Bon, sans invitation, c'est-à-dire elle pouvait faire des efforts avant pour obtenir l'invitation. Bon, quand je vous dis comme ça, je travaille beaucoup à l'international, sur les questions de droits humains. Madame Louise Mushikiwabo pouvait obtenir l'invitation par la France. C'est-à-dire, elle pouvait bien sensibiliser le gouvernement français et en particulier le président français Emmanuel Macron pour que le président Emmanuel Macron fasse un coup de fil au président Félix Tshisekedi pour que ce dernier lui accepte d'instruire le gouvernement de lui envoyer une invitation. Et cela allait se passer. Mais je pense que du côté de Mme Louise Mushikiwabo, sachant déjà que son pays était en conflit avec la RDC, donc elle n'a pas fait cet effort. Elle a dit, bon, on va m'envoyer la lettre comme c'est dans la tradition. Et comme la lettre n'est pas venue, alors elle a dit, bon, ok, je me contente de ça pour dire qu'on ne m'a pas invité. Oui, je ne parle pas non plus. Voilà, c'est ça. Voilà. Bon, mais ça, c'était un incident au vu de ce qui s'est passé. Puisque si Mme Louise Mushikiwabo n'était pas venue et que son absence allait avoir un impact sur le fait que d'autres délégations, d'autres pays avaient boycotté, c'est-à-dire que comme vous n'avez pas invité Louise, la secrétaire générale, nous, on ne vient pas. À ce moment-là, ça allait être un coup dur pour la RDC. Mais presque tout le monde était là. Presque tous les pays membres de l'OIF ont été là. C'était déjà un beau départ, sauf le Rwanda, évidemment, qui n'a pas été là. Sauf le Rwanda. Le Rwanda est membre de l'OIF, mais il n'était pas venu. Il n'a pas non plus envoyé ses athlètes. Voilà. Puisque nous sommes déjà en conflit armé. Quand on dit conflit armé... Mais pendant que ces temps, les athlètes congolais étaient au Rwanda, ils jouaient, surtout les jeunes filles, là, je crois qu'ils jouaient, parce que nous avons parlé de ça. Vous avez également évoqué cela dans notre émission précédente. Ici. Oui. J'avais dit que voilà, les athlètes congolais qui étaient là avaient été invités. Le gouvernement ne les a pas empêchés de partir. Puisque si le gouvernement de la RDC pouvait les empêcher, ils n'allaient pas partir.
Ils ne seraient pas sortis. Le gouvernement donc les a laissés. Mais du côté du Rwanda, on ne sait pas si le Rwanda clairement n'a pas envoyé ses athlètes. Puisque si le Rwanda avait envoyé ses athlètes, la RDC, je crois qu'elle n'allait pas refuser. Mais le Rwanda n'a pas envoyé. C'est que le Rwanda a tenu compte aussi de la tension. Mais nous, de notre côté, on a fait cette concession de laisser nos athlètes partir à Kigali. Puisque quand ils devaient sortir, le gouvernement pouvait les empêcher, mais le gouvernement les a laissés. Et le Rwanda aussi a joué. Le Rwanda a joué sur la psychologie de la communauté internationale pour dire, moi, je ne suis pas allé au Congo, mais j'ai laissé les Congolais entrer chez moi. Sur le plan de la stratégie diplomatique, le Rwanda a voulu montrer que le problème n'est pas de son côté, mais c'est le problème du côté de la RDC. Voilà. Mais là aussi, la RDC a répliqué en disant, j'ai laissé mes athlètes partir. Mais vous deviez aussi laisser vos athlètes venir. Voilà c'est les jeux. Voilà. Les jeux depuis le Congo. Donc, c'est clair que les deux États sont... Celui-ci cherche la raison, l'autre également la raison des choses comme ça. Oui, c'est clair que les deux États sont en conflit armé, en crise diplomatique. Mais ils n'ont pas... Oui, psychologique. La guerre a beaucoup de dimensions. Il y a des dimensions militaires, des dimensions politiques, psychologiques. Dismas, qu'est-ce que les Congolais peuvent attendre de la francophonie, les signes palpables? Parce que quelque part, le gouvernement congolais a mis des moyens pour l'organisation. Est-ce que le gouvernement ne se sent pas perdant un tout petit peu? Et puis, comment vous voyez? Donc, des retombées normalement. Bon, il y a des retombées directes et des retombées indirectes, ou des retombées à long terme. Donc, il y a des résultats directs et des résultats à moyen, à long terme qu'on peut récolter. Mais globalement, avant que je n'entre dans les détails, ce que je peux vous dire, c'est que la RDC a investi à travers l'organisation de ces Jeux de la francophonie. C'est un grand investissement. Et comme c'est un grand investissement, il faut attendre à récolter le fruit plusieurs années. Bon, les retombées, je disais les retombées directes, c'est d'abord sur le plan politique. Sur le plan politique, le gouvernement de la RDC s'est montré capable de relever les défis de haut niveau. Et le gouvernement a relevé ces défis-là, puisque beaucoup de gens, beaucoup d'observateurs étaient dubitatifs, doutaient que le gouvernement allait réussir à organiser dans un temps record, puisque même la rénovation des infrastructures sportives s'est passé dans un temps record. C'est 6 mois, 8 mois. On n'a pas préparé les Jeux de la francophonie pendant 1 année, 2 ans. Donc voilà, mais on a réussi. Donc le moyen, la mobilisation, ainsi de suite. Sur le plan politique interne, donc ça a contribué à montrer aux Congolais qu'on a un gouvernement capable de faire des choses, quoi. Et là, c'était un test, le gouvernement a réussi. Donc, c'est que le gouvernement est capable. Hein, s'il s'investit, s'il croit, il peut faire. Et il a fait pour ce cas-là. Donc, sur le plan politique, ça montre que c'est un gouvernement capable. Donc, deuxièmement, sur le plan politique, c'est que il y avait beaucoup de doutes de la part de l'opposition, beaucoup de critiques. Il y en a même qui ont dit qu'il ne fallait pas organiser ces Jeux. Mais le gouvernement a montré encore une fois, même à l'opposition, à l'opinion publique, que voilà, il est en mesure, on peut lui faire confiance, il peut réussir s'il s'engage. Sur le plan politique, c'est que ça contribuait un peu à apaiser certaines tensions. Ça contribuait à répondre à certaines critiques de l'opposition et de la société civile en partie, qui disaient, bon voilà, donc sur le plan politique. Sur le plan diplomatique, ça a positionné bien la RDC. C'est un interlocuteur valable. On peut lui confier des grands événements organisés et elle réussira à organiser. Donc, sur le plan diplomatique, nous sommes devenus un État à prendre en considération. C'est qu'il ne faut pas seulement minimiser, qu'elle n'a pas de moyens, elle va quémander les moyens auprès d'autres. Sur le plan diplomatique, ça a positionné notre pays à être un interlocuteur valable. Donc, on peut lui confier des choses qu'il peut faire. Donc, notamment au Tchad, voilà. Parce que notamment au Tchad, il y a le conflit. Oui, déjà, sur le plan diplomatique, au moment où nous sommes en crise avec le Rwanda et que le Rwanda nous fait la guerre,
nous réussissons à organiser des grands événements comme ça qui mobilisent la communauté internationale. Sur le plan diplomatique, ce que ça nous donne, c'est un État à respecter. C'est un État à écouter. C'est un État crédible. Donc, ça a augmenté notre cote de crédibilité. Sur le plan diplomatique, souvent, c'est un pays à fréquenter. Donc, les étrangers sont venus en grand nombre et ils ont été sécurisés. Donc, on nous présente parfois comme un pays où règne l'insécurité à un niveau, mais nous n'avons pas encore le niveau de la Somalie. Nous n'avons pas le niveau de l'Afghanistan. Voilà. Donc, il n'y a pas de groupe armé genre Al-Qaïda qui peuvent, voilà, sur le plan diplomatique. Sur le plan économique, évidemment, ça a montré que la RDC a des ressources. La RDC peut mobiliser des ressources. Donc, si la RDC a réussi à mobiliser autant de millions de dollars pour organiser ces Jeux de la francophonie, c'est qu'elle peut aussi mobiliser autant de millions de dollars pour améliorer la situation économique. C'est question de volonté, d'engagement de la part du gouvernement. Là, le gouvernement a cru à l'OIF. Le gouvernement considérait le jeu de la francophonie comme un défi à relever. Donc, si le gouvernement s'engage, veut réellement améliorer beaucoup de choses, il peut le faire, donc le gouvernement. Donc sur le plan économique, les Jeux de la francophonie a eu comme impact que d'attirer les investisseurs. Donc, les investisseurs, vous pouvez venir. Ne suivez pas toujours les discours qu'on vous donne, qu'on vous présente que la RDC, c'est un pays de pillards, un pays de voleurs, de détourneurs, un pays de... Donc, vous pouvez venir investir en RDC. On va d'abord vous sécuriser. Quand vous venez pour dialoguer avec nous, quand vous venez faire des investigations sur le plan de la sécurité, le gouvernement est en mesure de vous assurer cette sécurité. Donc, et ensuite, on dit, vous pouvez investir. Tous ceux qui sont venus, il n'y a pas eu que des athlètes, il y a eu aussi des hommes d'affaires qui sont venus un peu explorer. Et ils ont vu qu'il y a moyen d'investir. Il y a beaucoup sur le plan hôtelier, donc sur le plan économique. Mais sur le plan économique, directement, nous n'avons pas gagné. Nous avons au contraire perdu. Mais en perdant, c'était pour gagner dans un avenir proche. Par la suite. Sur le plan économique, nous, l'investissement, l'argent qui est sorti pour organiser, c'était immense. Sur le plan économique, directement, c'est une perte. On a fait une perte qui n'est pas encore compensée. Voilà. Ça sera compensé plus tard. Mais c'est un investissement. Puisque quand vous investissez, il faut d'abord perdre pour gagner. Plus tard. Donc voilà, sur le plan économique. Sur le plan social, il y a eu quand même des boulots saisonniers, des boulots temporaires qui ont été créés. On a engagé beaucoup de gens de manœuvre pour travailler. On a renforcé les sociétés de sécurité, puisque la sécurité n'était pas qu'assurée avec la police, avec les services de renseignement. Mais il y a eu aussi les sociétés privées qui ont eu l'argent de gardiennage pour assurer la sécurité de nos hôtes de marque. Donc voilà, donc, ils ont eu quand même des petits boulots pendant un temps, même si ces boulots-là temporaires ont pris fin, mais quand même, ça prouve quand même que voilà, on a les possibilités. Donc voilà. Nous sentons que le résumé est bon. Alors, est-ce qu'un autre pays, donc c'est au futur, donc nous voyons un autre pays qui pourrait facilement aussi organiser, ou bien, est-ce qu'ils ont parlé de ça? Après la RDC, ils vont se réunir après les Jeux de la francophonie. Ils vont se réunir au sommet des États, donc dans beaucoup de réunions. Jusqu'à présent, il n'y a pas encore un pays qui est désigné. Mais ils vont faire les réunions au niveau de la francophonie, puisque la francophonie n'impose pas au pays d'accepter. Ils demandent au pays quel est le pays qui est capable, qui est prêt à accueillir les Jeux. Alors, les 54 pays de la francophonie vont donc se prononcer. La RDC avait dit oui, moi je suis capable. Et aussi, tout ce qui a été fait là, la francophonie remettrait une partie d'argent à la RDC. Donc, il y aurait une contribution, on parle de contribution de la francophonie. Tout n'a pas été fait totalement par la RDC. La RDC a pris peut-être 80%. 20%, la francophonie donnera quelque chose. Mais ça ne va pas compenser les millions de dollars que la RDC a dépensés. Donc, bref, le prochain pays sera connu dans quelques mois. Voilà.
Une parenthèse, Dismas. Le but de votre voyage à Kinshasa, donc votre dernier voyage à Kinshasa ici. J'étais à Kinshasa du 31 juillet au 10 août. Mais j'étais prise en charge par le FONAREV. FONAREV, c'est le Fonds national de réparation en faveur de victimes de violences sexuelles et d'autres crimes graves. C'est un fonds qui a été créé par l'ordonnance du président de la République pour réparer, pour charger de la réparation en faveur des victimes de violences sexuelles, des crimes graves, c'est-à-dire crimes de guerre, crimes contre l'humanité et tout ça. Alors, le FONAREV nous a invités avec la présidence de la République. Les crimes graves là. C'est les crimes de guerre, crimes contre l'humanité et les génocides. Alors, nous étions invités à rentrer dans les crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Et je vais vous dire, le FONAREV, le président de la République a créé, en réalité, pour résoudre ce problème de réparation en faveur des victimes de graves crimes, 2 établissements publics. Il y a un établissement public qui s'appelle FRIVAO. C'est le fonds d'indemnisation et de réparation en faveur des victimes des activités armées illicites de l'Ouganda. F comme fonds, R comme fonds de réparation. R comme réparation. R comme réparation, ça c'est FRIVAO, qui concerne Kisangani et les autres provinces qui ont été touchées par les crimes commis par l'Ouganda. Reprenons ça pour nos auditeurs, pour que ça soit clair. F comme fonds, R comme fonds de réparation, I, fonds de réparation et d'indemnisation, fonds de réparation et d'indemnisation, FRIVAO, en faveur, V comme des victimes, en faveur des victimes, FRIVAO, en faveur des victimes des activités, A comme activité, illicite, des activités illicites de l'Ouganda. FRIVAO. C'est ça qui concerne... Activité illicite seulement de l'Ouganda. De l'Ouganda. On n'a pas reconnu. Le Rwanda n'a pas reconnu. Ça, c'est en exécution de l'arrêt de la Cour internationale de justice qui condamne l'Ouganda. L'arrêt qui avait condamné l'Ouganda, à l'issue de cet arrêt, pour appliquer cet arrêt, vous savez qu'il y avait une décision de la Cour internationale de justice qui accordait à la RDC 325 millions de dollars en termes de réparation. Alors, à l'issue de ça, la RDC a créé, le président de la République a créé un établissement pour gérer ces fonds-là. Les 325 millions de dollars seront gérés par FRIVAO. FRIVAO, je disais F comme fonds de réparation, fonds et d'indemnisation en faveur des victimes des activités illicites de l'Ouganda, O comme Ouganda, en République démocratique de l'Ouganda. Ça, c'est FRIVAO. Différent de FONAREV. Oui, FONAREV, c'est Fonds national de réparation en faveur de victimes et des autres crimes graves. Est-ce que ce n'est pas une façon de tourner en rond? Parce que quand on parle toujours de crimes... c'est-à-dire, la RDC a fait la distinction de 2 types de crimes. Les crimes commis par l'Ouganda, comme l'Ouganda a accepté de réparer, on crée un fonds spécifique pour la réparation des dégâts qu'avait commis l'Ouganda. Ces fonds-là n'est pas pour la réparation de tous les crimes. Mais les FONAREV, c'est pour tout le monde. Tout le monde et sur toute l'étendue de la République. Donc, FRIVAO est beaucoup plus spécifique. Spécifique pour l'Ouganda. Pour les dégâts commis par l'Ouganda. Ça, c'est FRIVAO. FONAREV, c'est de la RDC pour l'ensemble de la RDC. Par exemple, les crimes qui n'ont pas été commis par l'Ouganda à Opala. Je vous donne un exemple. Donc, l'Ouganda n'est pas arrivé, l'armée ougandaise n'est pas arrivée au Opala. N'a pas commis des crimes au Opala. FRIVAO ne va pas réparer, le fonds de FRIVAO ne va pas réparer les crimes qui ont été commis en Ouganda par le Rwanda.
Par exemple, vous avez posé la question du Rwanda. Les crimes commis par le Rwanda seront maintenant, les victimes seront indemnisées par Fonarev et non pas par Frivao. Si, et si le Rwanda acceptait. Que le Rwanda accepte n'accepte pas, Frivao va prendre en charge. Ah bon? Pardon, Fonarev va prendre en charge, oui. Fonarev, c'est pour réparer tous les crimes qui ont été commis en RDC. Oui. Fonarev. Oui. Alors, Fonarev nous a invités avec la présidence. Moi, j'ai été invité en qualité du groupe Lotus qui a encadré les victimes. Doucement, vous allez atteindre. Est-ce que ce n'est pas tard à organiser cela parce que les victimes tantôt revendiquent déjà et vous organisez après? Bon, les victimes ont commencé à revendiquer avant, mais c'est au cours de ce gouvernement qu'on a créé ces deux établissements. On a créé Frivao pour gérer les fonds des Ougandais, brièvement, et simplement, pour que nos auditeurs comprennent. On a créé, le président de la République a créé Frivao pour gérer les fonds des Ougandais. Géré par les Congolais d'abord. C'est géré par les comités de gestion est déjà connu. On a déjà nommé, c'est là que Kalombo, le président, et les PCA du Frivao, l'abbé François Moirabou, qui était ici vicaire général, a été nommé par l'ordonnance présidentielle comme coordonnateur général de Frivao. Et les autres membres des comités du conseil d'administration et du collège là qui gère, c'est connu. Alors pour Fonarev, on a nommé aussi, le président a nommé. Alors, nous sommes allés à Kinshasa, invités, il y avait des représentants de toutes les provinces, deux catégories de représentants. Les membres de la société civile qui ont travaillé sur ces crimes, qui ont encadré des victimes, et ici de la Chopo, c'était un membre du groupe Lotus, moi-même, et 4 victimes. 4 victimes, oui, que j'ai accompagnées. On m'a chargé d'encadrer ces victimes et de les accompagner à Kinshasa. Alors, on nous a invités à Kinshasa, pourquoi? Pour commémorer le premier anniversaire, la journée nationale dédiée aux victimes de tous les crimes là internationaux. Le président de la République a institué la journée du 2 août de chaque année comme la journée de la célébration, de la commémoration de toutes les victimes, la journée nationale de commémoration de toutes les victimes des crimes en RDC. C'est le 2 août. Pourquoi le 2 août? Bon, je vous ai dit autrefois que je participais à beaucoup de réunions avant. Avant qu'on ne crée Frivao, j'étais dans le processus de la création. Il y avait ce qu'on appelait des réunions tripartites. Présidence de la République, gouvernement et société civile. On avait choisi des experts. Parmi ces experts-là, pour réfléchir sur le mécanisme de réparation à mettre en marche, moi, en République démocratique du Congo, je faisais partie des experts de la société civile. Alors, nous avions, pendant une année, réfléchi sur la mise en place de mécanismes de réparation. Nous avons fait des propositions au président de la République, au gouvernement, qui ont abouti à la création de Frivao et de Fonarev. Mais je ne vais pas entrer dans toutes nos discussions, puisque jusqu'à aujourd'hui, mon opinion que j'ai exprimée déjà au cours de ces préparatifs-là, c'était au lieu de faire 2 établissements, qu'on en fasse seulement un seul, et qui va s'occuper de la réparation, et qu'on mette tous les fonds dedans, plutôt que de faire 2 organismes. Mais voilà, on m'a dit que le fonds des Ougandais, c'est suivi sur le plan international, et les fonds Fonarev sur le plan national. C'est ça, c'est ce qui nous pousse à profiter de l'occasion pour vous poser cette question. Maintenant, lorsque l'Ouganda va finir à payer ou encore à indemniser, maintenant, bon, quel sera encore l'avenir des Frivao? C'est la question à poser au président de la République, au gouvernement. Je crois qu'on va dissoudre Frivao. À ce moment-là, Fonarev va rester. Oui, Fonarev va rester. Puisque Frivao, c'est seulement pour l'argent des Ougandais. Et Frivao, on sait que l'Ouganda va payer à 5 ans. L'Ouganda a payé la première tranche. Il a payé la première tranche au mois de septembre 2022, 65 millions.
Au mois de septembre de cette année, l'Ouganda va payer encore 65 millions. Puisque les 325 millions de dollars de l'Ouganda ont été répartis en 5 tranches. 5 tranches. Donc, c'est-à-dire ils vont payer pendant 5 ans. Alors, si Frivao, comme il ne dépend que de l'argent des Ougandais, c'est-à-dire après 5 ans, Frivao va disparaître. À moins qu'on crée autre chose. Ah bon, oui, à moins qu'on crée. À ce moment-là, je crois que la logique demanderait qu'on ne crée pas, mais qu'on laisse Fonarève prendre en charge aussi le dossier de Frivao. Pour revenir maintenant à votre raison. Bon, voilà. Mieux vaut tard que jamais. Alors voilà, nous étions partis pour la commémoration de la journée nationale des victimes le 2 août. Alors le 2 août, le président nous a invités. Donc cette journée devient nationale. Nationale. Bon, voilà, le Parlement n'a pas encore adopté, mais le président a déjà proclamé ça que journée nationale. Bon, comme il a la majorité parlementaire, on pense qu'au cours de cette session, on va adopter ça au niveau du Parlement pour instituer. Ce n'est pas encore devenu une journée fériée pays. Voilà. Ce n'est pas encore devenu. C'est pour cela, même le 2 août, quand nous étions à Kinshasa, les gens ont travaillé. Mais je crois, nous avions demandé aussi au président de la République. Aux auditeurs qui nous suivent, je crois que cela ne pourrait être qu'une information. Parce que, bon, ça a été diffusé à la RTNC, vous avez couvert la manifestation. Moi j'étais là, j'ai vu RTNC, donc il a couvert. Il y avait 2 cérémonies ce jour-là auxquelles nous avons participé. La première cérémonie, c'était à la place des évolués à Kinshasa, où le président a déposé la gerbe de fleurs avec la première distinguée dame. Donc, en commémoration. Et ensuite, nous sommes allés à la Cité de l'Union africaine. Le président a fait un discours qui était un discours officiel où il a dit le 2 août sera la journée et désormais la journée nationale dédiée aux victimes des crimes en RDC. Pourquoi le 2 août? Bon, voilà, j'ai participé à tous ces processus. Moi, venant de Kisangani, pendant la réunion des experts, j'ai milité pour qu'on mette le 5 juin. Date du début de la guerre de 6 jours, que ce soit la journée nationale. Bon, sinon, la majorité ont adopté le 2 août. Pourquoi le 2 août? Puisque le début de la rébellion du RCD, c'était le 2 août. Vous savez, donc le RCD a été créé le 2 août, et le 2 août a été considéré comme l'année de la guerre, de la deuxième guerre d'agression de la RDC. Voilà, donc le 2 août. Le 2 août. C'est que ceux qui ont créé également donc la rébellion, ceux qui ont considéré de la rébellion de RCD, sont également, ils font partie de Frivao également. Bon, Frivao ne concerne que les Ougandais. Puis c'est eux qui ont demandé, qui ont accepté la compétence de la Cour internationale de justice. C'est eux qui ont été condamnés et qui ont accepté la condamnation. Et c'est eux qui ont accepté de réparer les crimes qu'ils ont commis en RDC. Et la CIJ, la Cour internationale de justice, a arrêté 325. Ils ont accepté. Et ils ont commencé déjà à payer. Au mois de septembre, nous sommes aujourd'hui le 20 août. Je ne me trompe pas. Donc, début septembre, dans 10 jours, l'Ouganda va payer encore la deuxième tranche de 65 millions. C'est que la RDC aura déjà, au mois de septembre, 130 millions de dollars. Les 65 là sont déjà dans la caisse de l'État. La ministre de la Justice avait accepté que l'Ouganda avait déjà versé. C'est déjà arrivé chez nous, dans nos caisses, dans le trésor public. Ce n'est pas dit que, voilà. Et l'Ouganda va verser encore 65 millions. Donc l'Ouganda s'est montré un bon élève. Vous me condamnez, j'accepte la condamnation. Vous me demandez de payer, je paye déjà. Par rapport aux Africains, donc l'Ouganda évolue normalement. Bon, voilà, doucement, parce que ça nous reste au moins 17 ou 18 minutes, nous évoluons. Est-ce que selon vous, les retombées de la francophonie, on revient maintenant à la francophonie. Oui, c'est ça. Donc les retombées de la francophonie pourraient suggérer la solution de la paix à l'Est. Bon, la francophonie, c'était plus le jeu. Ce n'était pas le sommet de la francophonie. Il faut distinguer 2 choses. Un, le sommet de la francophonie qui réunit les chefs d'État et de gouvernement. Ça aborde des questions politiques, ça aborde des questions culturelles. Mais les jeux se limitent aux jeux.
Oui, mais ce n'était pas une déclaration, il n'y avait pas de déclaration politique. Ce qui est vrai, l'incident diplomatique qui a eu lieu au cours du jeu, c'est-à-dire, Madame la secrétaire générale n'est pas venue suite à la tension entre les deux pays. Et ça, c'est un sujet qui ne va pas laisser la francophonie indifférente. Donc, les États de la francophonie vont se saisir de la question et pour demander aux deux pays de faire la paix, puisque la francophonie a un aspect de la paix. La francophonie a toute une direction qui s'appelle direction de la paix, de la démocratie et des droits de l'homme. Ça existe. Moi, j'ai déjà travaillé avec cette direction. Et cette direction a déjà financé mon organisation. Alors, ce qui signifie que cette question sera prise en compte par la francophonie et améliorée. Déjà, comme certains pays de la francophonie font partie de la SADC, donc ils ont influencé la SADC à ce que la SADC accepte le déploiement des troupes. Vous avez suivi le dernier sommet de l'Angola à Luanda, où le président a été là. La SADC a accepté de déployer les troupes au Congo. Mais quand on décide de déployer... Pour s'ajouter à ceux qui sont là, notamment l'EAC, il y a le concernant l'EAC prend fin en septembre. On a prolongé le mandat de l'EAC de 3 mois. L'EAC devait prendre fin en juin. On a prolongé de 3 mois jusqu'au mois de septembre pour permettre l'évaluation. Qu'on évalue, puisque le président avait déjà décidé que le gouvernement... Donc voilà. Revenons aux retombées de la francophonie. Vous avez donc la suggestion... La première est tombée sur le plan diplomatique lié à la crise de l'Est. C'est que la question a été prise en compte. Elle est rentrée dans l'agenda prioritaire de la communauté internationale. Donc, l'incident de la francophonie, le fait que les athlètes rwandais ne sont pas venus, la secrétaire générale des nationalités rwandaises n'est pas venue, donc ça a permis à la RDC, à la communauté internationale, que la crise est importante. Ça peut prendre bonne note et agir. Et la première est tombée liée à la francophonie. Il faut lier ça à la francophonie. C'est la décision de la SADC qui dit on doit déployer les troupes. Donc, déjà, juste après la francophonie, la décision qui avait été prise au sommet précédent a été réaffirmée avec mission d'accélérer le déploiement des troupes. Mais vous savez qu'il y a toujours un écart entre le moment où on prend la décision et le moment où on doit exécuter cette décision. Puisque ça demande de moyens financiers. Les troupes ne vont pas venir de n'importe quelle manière sans argent. Donc, ces troupes-là, on mobilise l'argent, on mobilise les troupes et on les déploie. Parce que c'est des moyens. Il faut des moyens financiers, il faut des moyens logistiques, des avions, ainsi de suite. Parce que le gouvernement de la RDC a déjà accepté de les accueillir. Donc, on va leur donner facilement le visa d'entrée. Donc, voilà, ça, c'est une retombée politique. Une retombée diplomatique. C'est que la crise de l'Est du Congo, qui s'est manifestée pendant les Jeux de la francophonie, a aidé la RDC à ce que les pays de la SADC puissent décider de déployer les troupes. Voilà. Le commandant de l'EAC demande la coalition entre l'EAC, MONUSCO, FARDC. Que dites-vous? C'est une bonne chose, mais c'est difficile de faire. L'EAC, pour beaucoup de Congolais, y compris le gouvernement... Bientôt aussi avec la SADC. Oui. Je crois que ce sera difficile de le faire. La MONUSCO, vous avez suivi la dernière communication du secrétaire général de l'ONU devant le Conseil de sécurité. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, dans son rapport fait devant le Conseil de sécurité, a demandé que la MONUSCO accélère son départ de la RDC. C'est-à-dire qu'elle quitte rapidement la RDC. Mais c'est vrai, c'est un rapport qui a été fait au Conseil de sécurité. Il reste à ce que le Conseil de sécurité décide. On va voir la décision du Conseil de sécurité au mois de novembre. Donc, si le Conseil va décider de mettre fin à... Voilà. Donc, je dirais que cette coordination demandée par le commandant de l'EAC aura de difficultés. Puisque, il faut que le gouvernement congolais accepte. Le gouvernement congolais, pour le moment, je crois qu'il n'est plus très d'accord avec l'EAC. Et le gouvernement congolais a demandé aussi à la MONUSCO de précipiter son départ, de partir, de préparer déjà son départ. Le secrétaire général vient. Alors, ce n'est pas peut-être parce qu'il y a déjà
la force de la SADC qui est déjà en La force de la SADC qui vient, mais il y a certains pays membres de l'EAC qui sont membres de la SADC. La pêche. Bon, donc, c'est pour vous dire que le gouvernement est d'accord avec la SADC, le gouvernement n'est plus d'accord avec l'EAC, le gouvernement n'est plus d'accord avec la MONUSCO. Oui. Alors, la MONUSCO, on lui demande d'accélérer son départ. Mais ce que nous avons toujours dit concernant la MONUSCO, il ne faut pas un départ précipité, il faut un départ ordonné. Pourquoi? Pour ne pas laisser le vide. Puisque le vide qui ne sera pas comblé, nous connaissons notre pays. Nous savons que le pays a encore des difficultés sur le plan de moyens pour bien équiper l'armée, pour bien la former. La MONUSCO, aujourd'hui, sur le plan militaire, est devenue trop faible. Ça, il faut le reconnaître. La MONUSCO n'a plus les capacités qu'elle avait. Mais la MONUSCO, pour moi, c'est mon analyse, Julie. La MONUSCO est un allié important sur le plan international. Parce que la MONUSCO, au niveau des plaidoyers, au niveau des alertes, le Congo a dit qu'il était agressé par le Rwanda. D'autres pays du monde ont hésité à croire. Mais quand la MONUSCO a dit oui, nous avons des preuves, nous avons eu les images qu'ils ont prises à travers les satellites du déplacement de preuves tangibles du déplacement de troupes du Rwanda vers la RDC, la communauté internationale était convaincue que le Rwandais était là. Alors, un allié comme ça, le faire partir au moment où nous sommes agressés, c'est peur, puisque nous n'avons pas, nous, les capacités aujourd'hui, peut-être de prouver à travers le monde. Ce n'est pas les déclarations, mais il faut des preuves avec des satellites, avec des drones, avec tout ça. La MONUSCO a ces capacités-là. Donc, moi, je dis il faut un départ ordonné. Donc, les troupes, on peut les diminuer. On diminue les troupes, mais on reste avec quelques experts stratégiques de la MONUSCO en matière de sécurité. Même 1 année ou 2 ans, pour nous aider à trouver des preuves. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas combattre. Ça, c'est déjà aller de la faiblesse en faiblesse. Non, c'est-à-dire il faut savoir capitaliser certains atouts dont disposent vos partenaires. Donc, il faut savoir en quoi la MONUSCO est forte et en quoi la MONUSCO est faible. La MONUSCO est devenue faible sur le plan militaire. Elle ne va pas combattre, elle ne va pas... Mais la MONUSCO, à mon avis, dispose de moyens technologiques importants pour avoir certaines informations. Pour moi, la MONUSCO est très importante sur le plan de moyens technologiques. La MONUSCO est importante sur le plan des renseignements militaires, donc a des informations de qualité qui peuvent aider le Congo à faire sa stratégie militaire. Donc, sur ces points-là, troisièmement, la MONUSCO est encore crédible sur le plan international quand elle donne une information. C'est qu'il faut garder la composante, à mon avis, MONUSCO, droits de l'homme, la composante politique et la composante stratégique d'analyse et la composante technologique, ces 4. Mais diminuer et pour mettre déjà à la porte de sortie la composante militaire. Justement, ça nous reste au moins 8 minutes. Oui, je vous suis. Ça nous reste au moins 8 minutes. Est-ce que, quel est votre commentaire ou votre constat, si nous pouvons le dire? Est-ce que la rentrée scolaire 2023-2024 sera effective dans la zone occupée par l'M23? Comment vous voyez? Je pense oui. Pourquoi je l'ai dit? Par expérience. Il y a des questions sensibles que même les rebelles prennent en considération. Nous avons vécu les RCD ici. Nous étions à Kisangani, la rébellion. La rébellion du RCD est venue, mais elle a permis que les écoles fonctionnent. Donc, même au moment où nous parlons, nous sommes en période de vacances, mais avant les vacances. Donc, les écoles ont fonctionné dans les zones contrôlées par M23 et le Rwanda. Donc, ça, c'est une question sensible. Si les rebelles et les ennemis du Rwanda, les militaires rwandais ne permettent pas que les écoles tournent dans les zones qu'ils contrôlent, ça, c'est la fin. Ils montreront vraiment qu'ils ne sont capables de rien, qu'ils sont vraiment méchants pour détruire l'avenir complet des enfants congolais. Ça, je crois qu'ils ne feront pas. Ils accepteront que les écoles tournent.
Donc, puisque toutes les rébellions que nous avons connues ici, vous et moi, vous étiez témoins, les écoles ont tourné. Même pendant la rébellion du RCD, on a eu à organiser les examens d'État. Les mâles venaient de Kinshasa par des vols humanitaires. Donc, il y a des questions sensibles, hyper sensibles, comme l'éducation, que tout le monde accepte. Donc, les rebelles vont accepter que les écoles tournent. Mais ces écoles-là, pour mieux tourner, fonctionner, ont besoin d'un minimum de collaboration avec le gouvernement. Oui. C'est pour cela que je reste optimiste que grâce à UNICEF, grâce à UNESCO, qui vont s'impliquer davantage pour permettre à ce que les enfants qui sont les élèves, qui sont dans les zones contrôlées par les rebelles, puissent étudier normalement et puissent avoir aussi l'appui du gouvernement de la RDC. Donc, je pense que sur ces questions de l'éducation, il y en aura. Voilà. Mais en posant cette question, c'est que vous pensez peut-être que ça ne veut pas avoir. Même les examens d'État ont eu lieu dans les zones contrôlées par les rebelles. Et les mâles ont été sécurisés par la MONUSCO, par EAC, par UNICEF, qui sont partis à Kinshasa. Donc, les élèves de Rutshuru, de Bunagana, ont fait des examens d'État. Ils ont fait des examens d'État. Voilà. C'est pour dire qu'il y a des domaines, même pendant la guerre, qu'on ne peut pas sacrifier. C'est l'éducation. L'éducation. L'M23 est riche de barrières dans les routes stratégiques sous leur contrôle. Comment vous voyez? Ça prouve réellement qu'ils n'ont pas l'idée de... Ils n'ont pas l'intention de quitter le Congo. Ils ont l'intention de s'éterniser là, de faire un État dans un État. Et ça ne me surprend pas, je m'attendais à ça. Puisque la faiblesse de l'EAC, c'était quoi? Dans les accords, les M23 devaient céder les territoires au EAC, et l'EAC, à son tour, les cède au gouvernement. Ça n'a pas eu lieu. Donc, ils ont cédé à l'EAC, et l'EAC ne contrôlant rien, c'est encore les M23 qui a récupéré. Donc, pour moi, ça prouve bien qu'ils ne veulent pas partir. Ça prouve bien, en érigeant ces barrières, qu'ils veulent rester là et qu'ils défient le gouvernement congolais. Alors, le gouvernement congolais doit leur arracher de force ces territoires-là et mettre fin à ces barrières qu'ils sont en train d'ériger. Voilà. En tant qu'activiste des droits humains, donc, nous avions suivi donc, dans les journaux ici, le bourgmestre de la commune Mangobo a suspendu les activités sportives dans la commune Mangobo parce qu'il y a eu des tractations entre les jeunes. Également, cité Loupia, la même chose, il y a eu soulèvement des jeunes et des choses comme ça. Et c'est d'ailleurs le jour où je venais. Et voilà. Notre vol Congo Airways du jeudi passé, c'était le jeudi 17 août, a été retardé. Nous étions déjà dans l'avion et le pilote a annoncé qu'on va commencer les taxis. Et du coup, le pilote a dit, je viens d'avoir une information venant de Kisangani, on ne va plus décoller puisqu'il y a des émeutes. Il a dit, il y a des émeutes, des troubles là à Kisangani. Alors, on a barré la route, je me suis renseigné, mes collègues m'ont donné toutes ces informations. Alors, la question... Comment vous voyez les soulèvements des jeunes et des choses comme ça en tant qu'activiste de droits humains? Je pense qu'il y a des solutions qu'on peut prendre en urgence pour établir l'ordre. Si l'ordre public est troublé, il est reconnu aux autorités de prendre des mesures urgentes pour établir l'ordre public. Donc, les cas de Mangobo, il y a eu des affrontements entre les jeunes et le bourgmestre est arrivé à la décision de suspendre les activités sportives pendant un temps. C'est que la suspension doit être limitée dans les temps. On ne peut pas prendre une suspension sans limiter les temps. Donc, la décision du bourgmestre doit être d'1 mois, 2 mois. Mais si la suspension n'a pas une durée limitée, ça donne l'impression d'être une décision arbitraire. Une décision qui... La suspension, par rapport au terme de suspension, je trouve qu'il y a... Non, la suspension, pour moi, est justifiée. C'est une suspension, mais qui doit être assortie du temps. On suspend pendant 1 mois. On suspend pendant 2 mois. Mais on ne peut pas suspendre pendant longtemps. Il faut suspendre pendant un petit temps, rétablir l'ordre, mais
comme ce qui s'est passé à la cité Loupio, on a suspendu pendant quelques jours, il y a des troubles, la police s'est déployée, l'armée, on a remis l'ordre. Mais ça montre qu'il faut résoudre aussi les problèmes à la base. Il faut résoudre les problèmes à la base. Si aujourd'hui il y a des affrontements entre des jeunes, et des affrontements entre des populations d'un quartier contre la police, ça prouve très bien qu'il y a un peu une négligence des événements. Les autorités doivent anticiper, avoir les informations à temps et essayer d'intervenir. Voilà. Parce que les affrontements entre les jeunes à Mangobo, c'est connu. Oui. Mais il faut prévenir ça. Il faut anticiper, agir en avance pour qu'il n'y ait pas ces affrontements. Dismas Kitenge, nous avions parlé d'un sujet très important, des retombées de la francophonie, et nous avons essayé d'agencer un peu les questions. Quelle est votre conclusion par rapport à la francophonie? La francophonie est une bonne organisation, mais qui ne suffit pas à la RDC. La RDC ne peut plus seulement se contenter d'être à la francophonie. Puisque la francophonie a ses avantages, mais a aussi ses limites. Aujourd'hui, nous avons intérêt à être dans beaucoup d'organisations, mais surtout de privilégier les organisations qui nous aident à résoudre nos problèmes. Notamment la guerre à l'Est. Oui, la guerre à l'Est. Donc, moi, je pense que la francophonie, on ne peut pas quitter la francophonie. Nous sommes déjà un pays francophone. Les Français nous ont été imposés depuis la colonisation. Ce n'est pas qu'aujourd'hui qu'on va abandonner. Même aujourd'hui, je m'exprime à la population par le français. Donc, on ne peut pas quitter. Mais on ne peut pas donner trop d'importance à la francophonie par rapport à d'autres organisations qui sont plus importantes, qui nous sont plus utiles. Il faut qu'on voit les organisations qui nous sont plus utiles. C'est l'intérêt. Voilà. Aujourd'hui, où sont nos intérêts? Quelles sont les organisations qui peuvent mieux nous aider à préserver nos intérêts? Merci Dismas. Je pense que là, la francophonie est moins. Merci, bienvenue Tete. Merci Dismas d'avoir répondu à notre question. Je crois que ce n'est pas la dernière fois. Non, pas du tout, pas du tout. Merci vraiment. Merci beaucoup. Merci, bienvenue Tete. Très chers auditeurs, vous étiez en train de suivre l'émission Vie et Société. Nous avions parlé d'un sujet très important, les retombées de la francophonie en RDC, 9e édition, organisée du 28 juillet au 6 septembre 2023. C'était avec l'invité Dismas Kitenge, activiste des droits humains. Vous avez bien suivi parce qu'à la technique, nous avions travaillé avec Bienvenue les têtes les micros. C'était votre ami de chaque dimanche de 13h à 14h, Gilles Lossilo. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Merci, merci.